Merci à vous d'être venus. On est ici donc chez Google à Station F, qui a le plaisir de nous accueillir. On va faire en fait deux sujets aujourd'hui. On va parler d'email marketing et ensuite les coachs de Google vont nous parler de référencement Google pour être en première page sur ce moteur de recherche qu'est Google. N'hésitez pas à interagir avec moi. Là en même temps on filme parce qu'en fait on donne beaucoup de formations gratuites à Madagascar en Outre-mer. Donc on a beaucoup de personnes qui vont regarder notre vidéo et l'idée c'est qu'il y ait vraiment des interactions. Qui connaît bien l'email marketing? Qui en fait? Mademoiselle? Philippe? Tout petit peu. Un petit peu? Plutôt référencement. Plutôt référencement. Top. Et monsieur? Bon, bah, tant mieux. Bah, en fait, on va avoir des sujets simples. Ouais. Email marketing, c'est tout ce que newsletter, tout ça ou rien à voir? Exactement. C'est l'envoi de newsletter. En fait, on va voir comment faire pour que tu puisses envoyer des messages et que ces messages puissent arriver dans la boîte de réception. Et en fait, on se rend compte que c'est vachement avantageux. Pourquoi moi je fais de l'email marketing? Ça fait maintenant plusieurs années que je fais du marketing. J'ai pu travailler dans des grandes agences de communication. Et mon rêve, c'est de vivre au bord de l'eau. Donc je vis une partie de mon rêve parce que je vis une partie de mon temps à Madagascar. Et souvent, j'ai le plaisir de venir ici, de rencontrer des partenaires où on parle de plongée quand on va à Madagascar. Et je vis aussi une autre partie de mon temps en France pour rencontrer mes partenaires et que l'on puisse ensuite produire tout ça à Madagascar. Donc voilà mon rêve. Pour réaliser mon rêve de vivre à Madagascar, il a fallu trouver des solutions simples pour développer un business en ligne. Et le meilleur moyen de réussir ton business en ligne, hormis le fait d'être en première page sur Google, c'est aussi de réussir ton email marketing. D'après stratégie.fr, l'email reste un des meilleurs canaux et le plus générateur de valeur. En fait, le gros avantage de l'email marketing, c'est que tu vas être capable de pouvoir développer la notoriété de ton entreprise en envoyant des messages régulièrement, ce qui va pouvoir développer, je l'espère, la valeur de ta boîte. Un facteur très important, c'est ce que nous on appelle le return on investment, ou en français le retour sur investissement. Tu as un retour sur investissement de 300%. Concrètement, lorsque tu vas investir 100 € dans ton email marketing, en fonction, on va concevoir des messages, on va chercher à délivrer des messages, on va chercher ensuite à répondre à ces messages, ça a un coût global. Et on s'est rendu compte, en faisant une moyenne de tous les annonceurs, qu'on avait un retour sur investissement de 300%. Donc on se rend compte que c'est un des meilleurs facteurs pour développer ton business. Et tu n'as pas besoin d'être une multinationale à faire une campagne de communication et des spots TV sur M6. Tu peux le lancer très régulièrement avec tes moyens du bord. Ce que nous on appelle la boîte aux lettres ou la boîte de réception, c'est ta priorité, ton objectif, à quoi tu dois penser tous les jours. Comment faire pour arriver ici, dans cette boîte de réception principale. C'est là où tu as une très forte chance que tes messages soient ouverts. En fait, tu as deux principaux indicateurs. Tu as le fait, ce qu'on appelle nous la délivrabilité, pour que ton message arrive dans ta boîte de réception principale, ici. Et ensuite, la personne va lire le titre de ton email. Et ensuite, le deuxième indicateur, ça va être que la personne ouvre ton email. Donc c'est vraiment très important. Et l'objectif, c'est quand tu fais de l'email marketing, c'est de pouvoir tester tes mails pour voir, en fonction des différents messages que tu envoies, dont tes newsletters, dont tes emails de relance, dont ton suivi commercial, dont tes offres promotionnelles, comment ce qu'on appelle nous les ESP, ou Email Service Provider, type Gmail, vont classer ton email que tu vas envoyer. Et donc l'idée, c'est de pouvoir le tester pour vérifier est-ce qu'il arrive dans l'onglet promotion, éventuellement réseaux sociaux ou notifications, voire l'idéal, c'est forcément cette boîte de réception principale. Qui a déjà mis en place le campagne d'envoi de mail, justement pour envoyer de newsletter? Tu as pu en mettre en place? On se parle du mail, je l'ai fait. D'accord. J'utilise MailChimp toutes les semaines. Tu utilises MailChimp toutes les semaines? Est-ce que tu testes tes emails? Je sais pas ce que tu viens par tester, mais... Le fait de savoir où est-ce qu'ils arrivent? L'outil MailChimp te dit, MailChimp à droite, te dit le taux d'ouverture de tes mails et le taux de clic sur tes mails. Ouais. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est fiable, mais bon. Par contre, je ne sais pas sur quelle boîte ça arrive en fait. Et bien justement, alors il faut faire aussi, alors il y a deux choses. Il faut faire que tu fasses attention aux indicateurs de ces ESP, type MailChimp, qui ont souvent facilité à bonifier
tes chiffres. On s'est rendu compte qu'entre ce qu'ils vont te dire que tu as 30% de taux d'ouverture de tes messages et véritablement, est-ce que tous tes destinataires ont bien ouvert, on n'a pas forcément les 30%. Deuxième chose, ça c'est des résultats après coup. L'objectif c'est qu'en fait, en amont, tu puisses tester sur différentes boîtes mail ou avec des partenaires comme Christophe ou moi, tu vas nous envoyer mail et voir si ton email de newsletter, ton offre promotionnelle va bien arriver dans la boîte aux lettres principale. Comment ça marche? Voilà un joli schéma qui t'explique comment tu vas arriver dans cette fameuse boîte de réception. Il y a en fait deux principaux filtres. La première passerelle, c'est la passerelle au niveau du FAI. Donc souvent, tu as ton fournisseur d'accès à Internet peut te bloquer. Toi, quand tu l'envoies le mail, imaginons que tu es connecté ici à Station F par Free, Free peut déjà te bloquer ton mail pour qu'il n'arrive pas donc si oui ou non, il va être filtré. Ça va être, donc, des fois, en fait, tu envoies des mails et ton fournisseur d'accès à Internet ne fait pas passer, la passerelle bloque ton mail. Il bloque sur quel critère? Sur un critère, alors c'est une bonne question, on va voir après les critères. Tu as de nombreux critères. Ce qui peut bloquer principalement, c'est que tu envoies des emails où tu vas parler de choses, de médicaments qui promotent des choses incroyables, tu vas parler de poker, de casino, tu vas envoyer un nombre très important de destinataires, et cette même email a été envoyée pendant de longues durées. Nous, on s'est rendu compte que ce qui est un facteur important, c'est pour ne pas être bloqué au niveau de cette passerelle, c'est que ton message soit unique lorsque tu fais un envoi de mail. Je m'explique. Horizon Sport veut faire une offre promotionnelle. Tu as une offre promotionnelle. Tu l'envoies aujourd'hui. Le lendemain, tu crées un deuxième message différent. Pourquoi? Parce que si on voit que tu envoies toujours le même message au même destinataire et que ce destinataire n'ont pas ouvert le mail, n'ont pas cliqué sur ton message, n'ont pas répondu, voire même ils l'ont bloqué, et bien le FAI se dit je n'en envoie pas ce flux parce que ce flux ne va même pas passer le filtre anti-spam. Est-ce que les FAI reconnaissent que les mails viennent de Mailchimp, Sendinblue, tous ces... Alors ils en reconnaissent, on va en parler ensuite, c'est via des systèmes ce qu'on appelle d'authentification. En fait, ces prestataires, eux, te mettent à disposition ce qu'on appelle nous, des serveurs de mail, et ensuite il faut que tu puisses authentifier ton adresse mail d'expédition. Mais ce qui est très important avant, c'est déjà le contenu, que tu aies un bon contenu qui te permette, qui soit modifié régulièrement, qui te permette de passer cette première passerelle au niveau du FAI. Si elle n'est pas bloquée, non, elle n'est pas bloquée, ensuite tu arrives dans la boîte aux lettres de réception de ton destinataire, qui va lui aussi déterminer si oui ou non tu es mentionné dans le dossier courrier indésirable ou tu arrives enfin dans la boîte de réception. Oui. Question. Si tu as un bon listing au départ, Oui. c'est-à-dire que si tu as un fichier qui tient la route, Ouais. pas un truc que tu as acheté pour 3 queues de cerise, Ouais. tout, Ouais. via Sendinblue ou Mailchimp, Ouais. en principe, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En principe, ça tombe bien. Et en pratique, En pratique, 82 à 84% de tes emails que tu envoies, donc je reprends l'exemple de, on va dire, Business Digital, tu envoies un mail pour te proposer notre formation gratuite. Tu as accepté de recevoir notre message. On t'a créé un message unique aujourd'hui. C'est un message qui a été aussi envoyé en nombre. Si je te renvoie qu'à toi, ouais, bien on sûr. voit qu'il y a un seul D'accord. destinataire. Donc on va arriver dans quasiment 100% des fois. Si on envoie régulièrement, enfin si on envoie un grand nombre d'expéditeurs, ton email a 84% de chances d'arriver bien dans la boîte de réception, si tu as tout bien fait. D'accord, on est d'accord. Tu t'es inscrit à ma newsletter, tu m'as validé, une fois que tu acceptes bien On est que tu reçois mes mails. Mm. Mon message est unique. Tu as souvent répondu à mes messages et pourtant, il se peut que tu ne reçoives pas mon mail. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment très important de vérifier que ton message est bien unique. Et le principal objectif, c'est toi, comme je le redis, que ton email soit ouvert avec un bon titre, que tu aies ensuite, que la personne lise ton mail et qu'elle va éventuellement interagir avec ça. D'accord. Juste quand vous parlez de mail unique, Ouais. on est d'accord que c'est mail unique par envoi. Il y a Exactement. un envoi en nombre, mais unique, et le lendemain, si on veut continuer notre diffusion, il faudra qu'on change.
Exactement, c'est ce que moi j'appelle de l'email marketing. Donc là, tu as un email conversationnel. Je t'envoie un message pour te dire de venir aujourd'hui à 15h dans le code Google. Ce message, tu vas le recevoir. Si dès que je mets en place une campagne de marketing par email, pour des secteurs même comme la banque, la finance, s'ils envoient un grand nombre de promotions, il y a 84% de chances qu'on arrive bien à un mode de réception. Alors justement, on en revient à un facteur important qui sont comment faire pour que ton message puisse générer une interaction. En fait, ton objectif, c'est que tu envoies des messages et que tu aies des interactions. Comment faire? En fait, tu as trois principaux indicateurs. Qu'est-ce qu'on appelle l'identité de l'expéditeur? C'est quoi l'identité de l'expéditeur? C'est que tu aies bien déclaré qui tu es, pour éviter ce que nous on appelle le phishing. C'est quoi le phishing? C'est pas la pêche, mais c'est P-H-I-S-H-I-N-G, pour vérifier que tu n'envoies pas des emails sur le compte de PayPal, ou pour le compte de Google, ou de Business Digital. Donc on va vérifier ton authenticité. Je t'expliquerai après pourquoi. Ensuite, la deuxième chose, c'est vérifier maintenant qu'on sait qui tu es, on sait que c'est bien Franck Parenti de Business Digital qui t'envoie des mails, et je l'ai déclaré. Comment faire pour avoir une bonne réputation? Une bonne réputation, c'est ce fameux système où j'envoie des emails, le titre est accrocheur, tu as ouvert mon mail et tu as éventuellement interagi. Donc là, je me rends compte que quand je t'envoie un email demain, je ne vais pas être dans les courriers indésirables parce que je sais que tu as souvent des interactions avec moi. Donc tu as une bonne délivrabilité grâce à l'engagement des abonnés. C'est-à-dire que plus de gens ouvrent ton email, plus la chance est ouverte. Exactement. Exactement. Et meilleure est ta réputation. T'améliores ta réputation. Et conseil fantastique, incite ce que nous on appelle des call to action, des appels à l'action. Quand on voit un message, incite à cliquer pour obtenir un guide gratuit. Les ESP, les Email Service Providers comme Gmail, voient que ton email a été ouvert parce que tu as un bon titre, voient qu'il a bien été lu et voient que la personne a interagi avec ton message, comme à cliquer pour aller sur ton site internet, ou cliquer pour télécharger un guide, ou à cliquer pour te répondre. Donc quand tu envoies un message, il faut éviter juste email informatif. Et forcément, l'idéal, c'est d'avoir des emails qui correspondent exactement au destinataire. Si je t'envoie un email pour de l'information gratuite, peut-être que ça ne va pas intéresser Christophe, qui veut plus avoir de l'information sur notre robot Ops. Donc, à Christophe, je ne vais pas lui parler d'information, mais je vais en parler à toi. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir chaque fois des listes d'emails. Et ensuite, si je vois que j'envoie des emails régulièrement à Christophe sur la formation, et s'il ne n'ouvre pas ses mails, je l'enlève de mes bases pour avoir toujours une bonne réputation. Les pots de miel, les honeypots. Un beau pot de miel. Voilà ce que nous font, ce qu'on appelle des ESP, des Email Service Providers. Ils nous mettent un beau pot de miel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un beau site internet avec plein d'adresses email bien visibles et ils vont attendre que des personnes vont scraper, aspirer ces adresses mail. Et ils savent que tu l'as aspiré de façon non déclarée, que tu envoies ces emails et ils t'ont créé un joli pot de miel. Et si tu tombes dedans, et ta réputation est moins bonne. Logique. Hein? C'est logique. C'est logique. Et c'est pour ça qu'on a, à la fin, je vous expliquerai, il y a des listes de honeypots. Donc il y a des emails où tu dois absolument éviter. Même demain, quelqu'un qui est inscrit sur ton site internet et marque abuse@wanadoo.fr par exemple, ou orange.fr, je vous donnerai la liste de tous ces honeypots qu'il faut éviter. Parce que des fois, tu as peut-être un concurrent qui va s'amuser à aller sur ton site et mettre une mauvaise liste, une mauvaise adresse mail. Tu as aussi ce qu'on appelle ce fameux bouton spam. D'accord? Tout le monde va sur Gmail. On l'a vu, lorsqu'on va sur Gmail, l'utilisateur a une facilité déconcertante à appuyer sur le bouton spam sans vouloir parce qu'il n'a pas envie de chercher en bas de son mail, le désinscrire. Donc il est très important que quand j'envoie un email à Christophe pour parler de mon robot Holmes ou à toi Philippe quand je parle de formation, que j'insiste bien en bas, toujours de proposer le lien de désinscription. Si tu ne marques pas, l'utilisateur va cliquer sur le bouton spam et là, ta réputation devient moins bonne. Et au lieu d'avoir les 84% de taux d'ouverture en moyenne, tu vas passer à 60%. Si tu as zéro spam, tu as zéro honeypot, et tu as une liste noire d'expéditeurs, c'est-à-dire que c'est des expéditeurs où on sait qu'ils n'ouvrent jamais ces mails, si tu n'as pas tout ça,
bah, tu vas, je l'espère, faire de l'email marketing. Tu vas envoyer des offres promotionnelles, tu vas envoyer des messages, tu vas envoyer des newsletters, et tu auras, ce que je souhaite pour toi comme pour moi, 100% de taux d'ouverture. Dis-moi. Ah, c'est pour ça que c'est hyper important au départ, quand on utilise Mailchimp ou Sendinblue, Oui. d'avoir vraiment une liste de destinataires qui soit sérieuse, quoi. Sérieuse et que tu mets à jour régulièrement. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui vont Ouais, bien sûr. être considérées comme nous une liste noire parce qu'ils n'ouvriront jamais tes mails. Et donc, il faut absolument que tu enlèves même ceux qui n'interagissent pas avec toi. Et que tu D'accord. segmentes bien. Nous, on a des bases, c'est hyper segmenté. On sait qu'on va envoyer des emails de formation à des Français sur l'email marketing. Et on n'envoie que là-dessus. On ne t'envoie pas de formation sur l'intelligence artificielle. Parce que peut-être que ça ne t'intéresse pas, donc on ne veut pas te proposer ce service. Non, mais parce que la tentation au départ, quand tu démarres et puis que tu n'as pas une liste importante, c'est de se dire, bah tiens, je vais trouver une liste lambda à acheter quelque part, mais c'est un mauvais calcul. C'est très mauvais. Voilà. Le très bon calcul, c'est vraiment de réussir tes emails marketing pour éviter ça. Et pour ça, eh ben, il faut maximiser l'engagement de ces utilisateurs. Qui connaît une fonction que nous on appelle en anglais copywriter? Waouh! Eh ben, c'est top, je vais vous apprendre ce que c'est copywriter. Copywriter, c'est ce qu'on appelle en français un concepteur-rédacteur. C'est-à-dire que tu vas écrire, comme on le fait tout le monde, mais ça devient de plus en plus pro. Tu vas écrire des... Hein? Il y en a plein dans la pub. Il y en a plein dans la pub, et c'est ce que tu dois aussi maîtriser quand tu veux demain envoyer de la newsletter. Ne marque pas newsletter, je suis sympa. Tu marques bonjour Philippe, tu veux te former gratuitement, ouvre ce message. Si tu vois ce titre, tu as peut-être plus envie d'ouvrir mon message que je te dis je suis sympa et je parle de moi. Donc en fait, quand tu fais de la conception d'action, d'abord tu parles à l'utilisateur et tu lui donnes des avantages, des services pour que tu vas maximiser l'engagement de tes utilisateurs. Donc, à toi de te former sur la conception d'action pour donner du contenu, donner de l'information, créer des échanges, inciter aux réponses, même mieux un forward, parce que Gmail voit que l'email a été forwardé à plusieurs personnes, il se dit waouh, c'est une forme de bonne réputation si cet email a été transféré. Donc, créer du contenu utile et pratique qui va répondre aux besoins de ton utilisateur. Savoir exactement ce qu'il veut et tu lui donnes les bonnes réponses. Je vous ai parlé en fait de réputation et de déclarer ton nom de domaine. Comment tu fais ça? En fait, on a un système de ce qu'on appelle d'authentification. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais en fait, il y a deux grands termes pour authentifier une adresse email comme info@businessdigital.fr. C'est que lorsque tu utilises des prestataires type Mailchimp, Sendinblue, ou même demain, ce que je t'incite à faire, avoir tes propres serveurs d'emailing pour gérer toi-même tes envois sans passer par ces prestataires. Parce que souvent, Mailchimp peut-être ne va pas envoyer tes mails s'il considère qu'ils ne sont pas bons, ou il va envoyer tes mails, mais Mailchimp est peut-être a une mauvaise réputation chez Yahoo. Et donc, même si ton mail est top et tu veux me l'envoyer et ça répond à mon besoin, peut-être que Yahoo va bloquer ton mail parce que tu utilises Mailchimp. Donc, ce que font les pros de l'email marketing, c'est qu'ils ont eux-mêmes leur propre serveur d'email. Et pour ça, on va déclarer en fait un nom de domaine, ce qu'on appelle businessdigital.fr. On va l'inscrire et on va déclarer qu'il appartient bien à Franck Parianti. Et on va l'indiquer dans ce système avec un mode texte en SPF et des KIM. Ensuite, on va tester le mail. Alors là, je vous donne un super outil qui est gratuit pour un nombre important. C'est un mode qu'on appelle freemium, ça s'appelle mail-testeur.com. Et c'est un outil que j'utilise tous les jours. Je teste mes mails. On parlait justement de tester tes mails, à l'envoyer à 2-3 copains et puis les appeler, est-ce que tu as bien reçu mon mail et tout ça, c'est bien. Si tu veux avoir quelque chose de beaucoup mieux, tu vas utiliser cet outil gratuit qui s'appelle Mail Tester qui va te donner une note de 0 à 10. Donc là, j'ai fait un test à l'instant qui n'était pas super. Attends, il a été reçu, c'est il y a 1 minute, tu vois. Il n'était pas super, il est de 8 sur 10. Souvent, j'arrive à atteindre 9,5 sur 10, voire 10 sur 10.
Et si j'ai pas ces 9,5 sur 10, je n'envoie pas le mail. Donc si je crée un message pour proposer une formation gratuite à toi, Philippe, je teste d'abord mon mail. Alors comment ça se passe? Tu vas sur mail-testeur.com. Ils vont te donner une adresse email qui va être 1234 tototata @mail-testeur.com. Tu envoies ton email à cette adresse. Eux, ils reçoivent l'email et ils vont le scanner et ils vont te dire quels sont les points qui sont bons ou pas. Alors là, ce qui est un problème, c'est que j'ai envoyé avec mon adresse mail perso, franck.parianti@gmail, et je vois qu'en fait, mon adresse mail, comme j'envoie souvent quelques mails même à titre perso, peut-être à des copains ou des copines, bref, mais il y a peut-être quelques-uns qui m'ont mis sur une liste noire. C'est bien que tu changes de copie. Ou de copains. Mais donc, c'est pas parce que tu utilises ton adresse mail perso que c'est sûr que tu envoies 100% de tes mails. Moi, j'ai envoyé des mails à des personnes, one-to-one, je t'envoie un mail, des fois, les personnes ils n'ont pas reçu. Ça peut arriver si tu envoies un peu trop de mails. Donc, très important de tester. Et en fait, bon, il te donne plein d'indicateurs, comme en fait le poids de la photo, le fait que tu aies mis un lien de désinscription. Voilà, tu as plein de tests qui t'expliquent ça. Comment faire maintenant pour obtenir des mails? Ce qui est très important, c'est de mettre un beau formulaire. Donc là, tu as sur Business Digital Formation Pratique, bien insister pour que lorsqu'on envoie le mail, on fasse ce qu'on appelle le double opt-in. Qui connaît le double opt-in? Tout le monde? Ouais, c'est bon? Mademoiselle? Ah, pas du tout. Non. Pas du tout. Waouh. Eh bien, c'est cool. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est le double opt-in. Facile. Tu t'es inscrit ici. Tu as mis ton jeu email. Bon, je te renvoie un mail. Bonjour, donc tu t'inscris à un formulaire. Et en fait, je vais m'assurer que la demande est bien de toi. Donc, je te renvoie un mail. Je te dis, est-ce que c'est bien toi qui as bien voulu t'inscrire sur mon site internet avec cette adresse email? Et toi, tu me confirmes que c'est bien ton choix de t'inscrire à un newsletter. Donc, tu t'es inscrit sur mon site. Je t'ai quand même envoyé un mail et tu as cliqué quand tu reçois le mail pour dire oui, je veux bien recevoir ta newsletter. Voilà ce fameux système de double opt-in. Ce qui est aussi maintenant très important, donc ça montre tout le monde. Et du coup, finalement, ça, c'est bien. Parce que ça. Ah, c'est indispensable. D'accord. C'est même, je veux dire, obligatoire. Et je vais même aller plus loin, sinon ça coûte très cher. À partir. Ouais, vas-y. Et du coup, tout ça, c'est un choix proposé quand on va sur Mailchimp ou des trucs comme ça, ou pas du tout? Alors, tu dois forcément mettre en place toi-même et vérifier que lorsque tu utilises des prestataires comme Mailchimp, que lorsque des personnes s'inscrivent sur ton site internet ou à ta newsletter, tu es bien confirmé l'envoi de nouveau à la personne qui s'est inscrite pour qu'elle ait bien validé. Et quand tu vas mettre tes listes d'expéditaires sur Mailchimp, tu dois être sûr que les personnes ont bien accepté ce fameux système de double opt-in. Pourquoi? C'est pas déclaratif, c'est toi qui dis une personne a accepté. Même toi, quand toi t'envoies tes newsletters, quand tu rentres une adresse dans Mailchimp, tu dois garantir que c'est toi qui l'as fait. Tu sais que la personne t'a autorisé à le faire. Et si jamais elle se désinscrit, il ne faut pas rigoler. Exactement, on la supprime définitivement. Pourquoi? Parce que maintenant on a ce nouveau règlement général de la protection des données, RGPD, règlement général de la protection des données, qui a jusqu'à 20 millions d'euros d'amende si tu ne respectes pas les données de tes utilisateurs. Donc l'idée c'est de protéger les données de tes utilisateurs, que l'utilisateur puisse supprimer complètement son compte chez toi, qu'il puisse aussi complètement se désinscrire, et s'il y a trop de plaintes, tu peux risquer des amendes très très fortes à partir du 25 mai 2018. C'est un thème que je connais assez bien, le RGPD, donc je vous ai marqué un lien si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations par rapport à l'email marketing et ce fameux règlement général de la protection des données, qui en fait l'idée c'est vraiment de protéger des données. Oui. Du coup là on parle de désinscription, mais quand vous faites double opt-in, en fait la personne est déjà inscrite, donc vous le désinscrivez avant même qu'il ait reçu la première newsletter? Ah non, je ne le désinscris pas. Non mais vous lui demandez s'il veut bien recevoir la première newsletter, alors qu'on aurait pu lui envoyer une newsletter, il aurait pu se désinscrire en bas. Exactement. Avant de lui envoyer la première newsletter, je lui redemande, confirme-moi bien que c'est bien toi qui as mis ton email. Parce que des fois, tu peux recevoir une personne qui s'inscrit sur ton site, et en fait, on a mis l'adresse email de ton copain. Moi, j'ai l'impression que dans les faits, je Et maintenant, c'est quasiment obligatoire. Sinon, à partir du 25 mai 2018, ça devient beaucoup plus compliqué pour toi qui envoie des mails. Tu dois absolument, et ça change complètement maintenant ce système d'email marketing, c'est qu'il faut absolument ce système de double opt-in.
C'est très important. Et du coup, si je récupère une carte de visite dans un événement, Ouais. je ne peux pas le rentrer sur CRM en le opting. Alors, il y aura beaucoup plus d'informations sur ce site, on va t'expliquer, mais de manière générale, je te donne ma carte de visite, Ouais. on se voit ici à Google, tu me dis tiens, tu veux me proposer ton service, tu m'envoies un mail, bonjour, dans un cadre purement professionnel, là il ne faut même pas qu'il y ait de données personnelles, dans un cadre pro, bonjour, Franck, je vais te proposer un service, j'ai eu ta carte de visite, est-ce que tu acceptes que demain je puisse éventuellement t'envoyer d'autres messages à caractère commercial en B2B? Il faut que je fasse ça pour envoyer la première newsletter. Dans l'idéal, oui. Après, il y aura toujours une sorte d'acceptation, mais ça devient très compliqué maintenant d'envoyer des emails sans une inscription et ce fameux système de double opt-in. Oui. Et pourquoi est-ce que ça se passe jamais comme ça? Parce que bon, on est tous les jours harcelé par des nouvelles newsletters dans lesquelles on n'a rien demandé. Et maintenant, tu peux. Il y a eu ce règlement qui va protéger nous, utilisateurs européens. Donc toutes les entreprises qui envoient des données qui envoient des informations à des utilisateurs européens doivent respecter ce règlement général. Donc même que ce soit Facebook, Google, même entreprises américaines doivent respecter ce règlement général. Attention, toute une nuance entre si tu fais du B2C ou du B2B. Quand tu fais du B2C, tu es obligé les gens s'inscrivent, etc. Tu es obligé d'avoir ça. Quand tu fais du B2B, tu peux le faire à la première newsletter que tu lui renvoies en fait. Ok. Et là c'est un peu différent. Ok. Ça marche. Hard ou soft? Hard bounce, soft bounce. Quand tu utilises des services d'envoi d'emailing, tu as deux types de bounce. Tu as le hard bounce, où là l'adresse email n'existe pas. On a vérifié, c'est assez incroyable, mais quasiment tous les 3 mois, tu dois revérifier tes adresses mail. Donc même si tu t'es inscrit sur mon site internet, je t'ai envoyé un email te disant est-ce que tu veux bien sur un email, tu as recliqué oui je veux bien sur mes mails, quasiment tous les 3 mois, je vais vérifier ma base pour vérifier que ton adresse email existe toujours. Parce que tu peux changer de boîte, tu peux changer de fournisseur d'accès à Internet, et donc il est très important de vérifier. Si ton adresse email n'existe plus, ton adresse mail est considérée comme hard bounce. Donc tu as ta propre serveur de mail, soit tu as Gmail, Mailchimp, SendGrid et autres, tu as du hard bounce, donc c'est-à-dire que l'adresse email n'existe plus. Il faut complètement l'effacer. Tu as un autre type de bounce qui s'appelle les soft bounce, c'est-à-dire que souvent c'est une adresse email où la boîte aux lettres peut être pleine et on te dit pour l'instant on ne peut pas délivrer cette adresse email au destinataire. Donc wait. Mais moi je conseille aussi supprimer cette adresse mail. Si on est en soft bounce, c'est qu'en fait l'utilisateur n'utilise pas forcément sa boîte mail, elle est pleine, une fois tous les 36 il va y aller. Moi avant j'avais un mail genre yahoo.fr, j'y vais plus. Tu m'envoies un mail, tu risques d'être en soft bounce. Si tu envoies trop de mails en soft bounce, ta réputation baisse et tes emails ne sont pas vus. Je vais rapidement, je vais parler un peu plus technique. Là je vous ai caché en fait mes adresses IP. Supervise, waouh, supervise tes IP. Et en fait, tous les jours, je supervise mes IP. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, il y a une liste de 120 prestataires qui vont dire si ton adresse email est bonne, c'est de bonne réputation ou pas. Donc, si tu as une bonne réputation, top. Si tu as une mauvaise réputation parce que tu as envoyé des emails qui ont été considérés comme spam, où les gens ont cliqué, où tu as des soft bounce ou des hard bounce, où tu n'as pas eu trop d'interactions, tu n'as pas eu ces fameux engagements d'utilisateurs, tu as des prestataires, des listings qui vont te dire attention, cette adresse IP, cette adresse mail est considérée comme éventuellement une personne qui envoie des emails non sollicités. Et donc tu es ce qu'on appelle nous listé. Et quand tu es listé, c'est pas bien. Donc tu as 120 listes qu'il faut surveiller tous les jours pour vérifier que ton adresse mail d'expédition, genre @businessdigital.fr, est bien opérationnel. Quand tu envoies des mails, ça va bien arriver dans la boîte de réception et générer des interactions. Comment tu fais ça? Et là, ça tombe bien. Alors ça, c'est mon petit tableau à moi. Donc ça, c'est un outil que j'ai mis en place avec un prestataire où tous les jours, on va checker ces 120 listes. La question, c'est quoi ces 120 listes? Et bien là, voilà. Alors forcément, vous aurez vous ne le voyez pas, mais donc vous aurez en fait le PowerPoint où vous avez les 120 listes des principaux prestataires. J'ai bientôt fini. Le plus important, c'est spamhost.org. C'est-à-dire que moi, je suis souvent listé, comme je vous l'ai montré, des fois je suis listé, là j'en ai 6 sur 120. J'envoie quand même des mails. Donc je t'envoie un mail, parce que tu as accepté que je t'envoie des mails et tu vas recevoir de
mon offre de formation gratuite, même si je suis listé ici, c'est pas gênant. Sauf si tu es listé chez Spamhaus, qui est pour moi un des plus... En fait, Spamhaus, concrètement, quand tu es listé chez Spamhaus, Gmail, Yahoo, Orange.fr vont souvent prendre en considération Spamhaus. Donc si tu envoies des mails sur Gmail et si tu n'es pas listé Spamhaus, tu peux passer. Ton email peut arriver dans le boîte de réception. Donc vous aurez la liste où vous pouvez la retrouver soit... Comment tu fais pour vérifier chez Spamhaus? Eh ben, c'est une bonne question. Tu mets ton adresse IP. Tu mets ton adresse IP, tu mets ton nom de domaine, businessdigital.fr, et il va te dire si tu es listé ou pas. J'en ai fini, tu as deux choses, tu vas retrouver, tu peux aller sur ce groupe Facebook pour retrouver les slides, et tu peux aller directement sur cette page businessdigital.fr, j'en ai fini Julien, formation pratique, où tu peux t'inscrire maintenant et tu vas retrouver beaucoup d'informations utiles et pratiques sur email marketing et retrouver cette vidéo. Donc merci à tous de m'avoir écouté, et je laisse la parole à Nelly et Julien qui vont nous parler référencement Google. Merci. Nelly, je peux te passer les AirPods? Oui, bien sûr. Merci. Si on a un chacun, c'est bon. C'est très bon. Ouais. Je peux décrocher. Ah, tu veux ça aussi? Non, c'est bon. Ok. Bonjour à tous, du coup nous on va vous parler du SEO avec Julien. Donc moi c'est Nailé, je suis formateur ici à Station F depuis maintenant lundi, donc ça fait 3 jours, mais auparavant j'étais dans un programme dans lequel on formait les professionnels et les étudiants de la France entière, et notamment on parlait souvent beaucoup de SEO. Et moi du coup Julien, il y a quelques visages que je connais. C'est très perturbant de parler avec un écouteur dans l'oreille. Essayez de m'y faire. Ça fait 2 ans et demi que je suis chez Google, c'est mon 5e poste. J'ai formé les commerçants un peu partout en France, comme Nelly à une époque. J'ai été ensuite expert produit sur AdWords Analytics, donc plutôt côté publicitaire. Et j'ai intégré Station F avec Google le 15 février. Et du coup, ensemble, on s'occupe de ce lieu. On fait des formations tous les matins. Et on accompagne également d'autres formations comme celle d'aujourd'hui. Sur le SEO, du coup, en l'occurrence. Pour les personnes qui sont dans la salle, on a un atelier, d'ailleurs, à ce sujet-là, qui va se tenir vendredi. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site, qui est présent juste là sur la télé extérieure. Et Franck le diffusera pour ceux qui ne sont pas dans la salle. J'ai une petite question, qui s'y connaît en SEO? Référencement naturel. Vous avez l'air bien au point sur l'emailing, on va voir si vous êtes au point sur digital avec le SEO. D'accord, très bien. On a insisté un peu sur les aspects techniques, mais on va essayer d'être le plus clair possible parce que le référencement naturel c'est un enjeu quand même pour tout le monde, quelle que soit son activité. On va d'abord traiter du mobile, l'importance du mobile, que ce soit dans le marketing digital, mais aussi et surtout pour le référencement naturel. On va parler un peu de balises HTML qui permettent d'effectuer des optimisations sur son propre site internet. Et enfin, on va parler un peu d'architecture. Donc déjà, un peu pour remettre en question, en perspective, comment ça marche un moteur de recherche, on a différentes étapes. Vous savez, il y a des bots, en fait, on appelle ça des bots, il y a des bots Google, il y a des bots pour Bing, etc., qui vont en fait se balader d'URL en URL sur le web. Donc ils font ce qu'on appelle l'exploration. Ils vont un peu consulter toutes les pages qu'il y a sur Internet. De là, ils vont indexer ce qu'ils ont trouvé. Ils vont un petit peu catégoriser les contenus, ils vont dire que ça répond à telle requête, etc. Derrière, en fonction de la pertinence de tout ce qu'ils ont vu, ils vont ensuite classer les résultats. Donc c'est là qu'on retrouve des sites qui vont être classés à un certain niveau dans les résultats de recherche, et c'est là que l'affichage intervient pour l'utilisateur final. Donc, les 3 étapes, c'est vraiment ce qui se passe derrière en coulisses. Et nous, utilisateurs, quand on tape une recherche, on se retrouve à l'étape de l'affichage. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir toujours le contenu le plus pertinent possible par rapport à sa requête. C'est pour ça que le moteur évolue sans cesse, qu'il y a des algorithmes, qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a vraiment dedans. Mais en tout cas, nous ici, on va essayer de vous donner des bonnes pratiques qui sont avérées, notamment qu'on peut effectuer sur son propre site internet. Juste à savoir, il y a plusieurs centaines de mises à jour de l'algorithme qui se font chaque année. Là, on donne un chiffre, 500 à 600 mises à jour par an. Elles ne sont pas toutes majeures, certaines interviennent sur des tout petits points.
voir parfois des points qui n'auront aucune incidence sur vos actions. Ça va être peut-être pour aller fluidifier la rapidité des requêtes, des résultats face à une requête. Ça peut être lorsque nous, on repère éventuellement des petits points d'amélioration de notre côté. Et parfois, on va avoir des mises à jour majeures, donc on en compte en général aux alentours d'une dizaine par an. Ces mises à jour-là, pour pouvoir avoir de l'information dessus, ce qu'on vous conseille, c'est d'être sur le site des développeurs Google. Donc si vous tapez web développeur Google, vous allez tomber sur un de nos forums où il y a une communauté. Donc c'est soit des Googlers, soit des gens qui sont accrédités entre guillemets Google pour pouvoir vous aider, vous accompagner sur ces process-là et amener de l'information. Alors, déjà on va regarder à droite, ça c'est une page de résultats, un peu complète, j'ai envie de dire, où on retrouve différents éléments. Tout d'abord, il y a les éléments qui proviennent du Search Engine Advertising, donc le SEA, c'est lorsqu'on utilise des outils comme AdWords pour mettre des enchères sur des requêtes. On a aussi, à travers ça, on a une variante qui est pour le shopping, notamment avec tous les produits qu'on trouve. Et ensuite, arrivent les résultats dits naturels. On peut les avoir sous format de carte, donc de map, mais c'est surtout de cette manière qu'on les connaît, donc c'est un peu les liens bleus, les fameux liens bleus avec un titre, une description, et c'est là tout l'enjeu du référencement, du SEO, c'est d'optimiser son contenu, différentes choses pour que ces liens bleus remontent au mieux sur les requêtes qui vous intéressent, qui nous intéressent. Il faut savoir aussi quelque chose, il n'y a pas forcément des résultats dits payants. Il peut très bien y avoir des pages où il y a uniquement des liens naturels en premier. Ça dépend des requêtes, ça dépend si les acteurs enchérissent sur des mots-clés comme celui-ci, magasin ordinateur portable, a priori il y a deux acteurs qui enchérissent sur cet instant T. Mais il faut savoir qu'il peut y avoir maximum 4 annonces payantes sur une page. Voilà à peu près pour l'architecture d'une page de résultats. Ouais. Une petite question, donc il y a 2 tiers du trafic, grosso modo, qui provient des moteurs de recherche. Ouais. Alors là on passe sur les stats du coup à côté. Ouais. Et le tiers restant, grosso modo, pour être clair, ça correspond à quoi? Réseaux sociaux, sites référents, il y a différents canaux, ça peut être autant du Facebook, du LinkedIn ou toute la partie réseau social. Ça peut être donc, encore une fois ces sites référents qui vont faire des liens vers votre site. On va avoir des tonnes et des tonnes de canaux qui peuvent rentrer en compte. L'emailing, dont on parlait à l'instant. Ouais. Donc l'emailing peut clairement rentrer dans ces canaux, on appelle ça vraiment des canaux d'acquisition. Donc Julien en a cité quelques-uns. Quand la personne tape directement l'adresse, ça fait partie du moteur de recherche ou pas? Alors là, c'est une très bonne question, puisque c'est justement la question que je me posais. Est-ce que c'est intégré à cette stat-là? Parce que le direct, pour moi, devrait avoir une part suffisamment importante pour baisser en fait ces 64%, et je doute qu'ils soient intégrés. Donc, à mon avis, là, on parle uniquement référencement naturel / payant. On n'intègre pas le direct. Le direct est très costaud, étant donné que lorsqu'un internaute vient sur votre site, il a vocation normalement à revenir en direct. Sinon, c'est qu'il n'a pas bien mémorisé le site, la marque. Je ne pense pas. Est-ce que certains d'entre vous utilisent Google Analytics? Ouais. Oui. On le voit vraiment quand on va dans la catégorie acquisition, source support, on a les différents canaux d'acquisition. Généralement, les principaux sont le search, ça peut être Google, ça peut être Bing, ça peut être d'autres moteurs de recherche. Mais on voit aussi le direct. Quand on tape directement l'URL du site, généralement, c'est quand il y a déjà eu une visite sur le site internet et que le navigateur nous propose de revenir dessus. Là, on est sur de l'acquisition directe. Donc, on ne fait pas partie vraiment de ces 64% qui viennent des moteurs de recherche. Ouais. Bon, ça c'est une moyenne, les 2 tiers. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une grande variabilité? C'est-à-dire qu'en fonction des sites, c'est... Voilà. Moi, j'ai des sites, donc, pour donner un ordre d'idée, j'ai accompagné 180 entreprises en 2017 sur la publicité, donc sur AdWords. J'ai eu accès à leur compte Analytics pour les accompagner. Et donc j'ai pu aller voir ces stats-là. Moi j'ai des clients qui faisaient plus de 90% uniquement via Google, Google / plutôt payant. D'accord. Je vais avoir des business models également qui tournaient principalement sur du réseau social, où du coup Google était quasiment inexistant. Parce que pas de référencement naturel en amont, parce que pas de référencement payant, donc du coup pas de vocation à faire du Google. La variabilité elle est de 0 à 100. D'accord. Ça dépend vraiment. C'est pour ça qu'une moyenne aujourd'hui ne va pas être aussi parlante que vos stats. Donc l'intérêt d'aller regarder sur Google Analytics et aller voir un petit peu chaque canal. Ça fait d'autant
d'autant plus ça fait partie de votre stratégie. Peut-être que vous avez identifié des canaux comme les réseaux sociaux parce que votre activité semble attirer plus de monde par ce biais. C'est vraiment en fonction de votre activité. Non, mais je veux dire, c'est pour ça que la moyenne, elle est vraiment relativisée. Voilà, parce que c'est à relativiser, tout à fait, exactement. Mais globalement, c'est pour quand même démontrer un peu de l'importance et le réflexe un peu logique d'aller toujours sur les moteurs de recherche. Donc la première page est aussi très importante, elle prend 92% des résultats. Par exemple, si vous êtes sur la deuxième page, vous risquez de passer à côté de beaucoup d'utilisateurs. Donc c'est tout l'intérêt du SEO, c'est vraiment d'aller faire remonter ce site dans les classements. Donc voilà, on peut atteindre l'idée. Ce qui est bien avec les moteurs de recherche, c'est qu'on répond en fait à la requête, on répond à une recherche, c'est ça qui est assez puissant. On n'est pas en train d'exposer son site, de dire hey, cliquez. C'est que les utilisateurs ont une requête, qu'elle soit diverse et variée. Par exemple, l'utilisateur cherchait un magasin d'ordinateur portable, et en fait on lui répond. L'idée c'est ça, c'est de lui répondre de la meilleure des manières. Et ensuite, toujours le ROI plus facilement mesurable. Pourquoi? On est dans le digital, on est dans le numérique. On peut vraiment mesurer les résultats de ces efforts, que ce soit quel que soit le canal d'acquisition, que ce soit sur les moteurs de recherche, que ce soit sur les réseaux sociaux, comparé aux leviers traditionnels que sont la télévision ou l'impression sur l'extérieur, le print, etc. Donc c'est pour ça on insiste toujours dessus, et c'est assez intéressant. On va essayer peut-être d'aller un peu vite, je vois l'heure qui passe. Ouais. Donc voilà pour l'introduction, maintenant on va passer au mobile. Juste à savoir là-dessus, si on devait résumer en une seconde cette slide, Google égale mobile first maintenant. Donc il y a deux gros mots d'ordre, c'est premièrement l'utilisateur et deuxièmement le mobile. On retrouve un petit peu la première notion dans la seconde. Pourquoi le mobile? Parce que 60% du trafic généré est généré par le mobile désormais. Ça fait depuis l'été 2017 que le mobile est passé au-delà de l'ordinateur. Ça ne cesse d'augmenter. Alors, encore une fois, on est sur une moyenne. Cette moyenne-là, elle est drivée par quoi? Par le drive to store, par la proximité. Ce sentiment d'instantanéité qui est omniprésent lorsqu'on a son téléphone dans la main. Et du coup, ce qu'on va pousser principalement, c'est de l'adresse et de la proximité. Le mobile, du coup, a été décliné également sur la partie SEO. Il a son importance. Aujourd'hui, un site qui n'est pas mobile first, entre guillemets, risque de se pénaliser, puisqu'il se prive d'une audience, mais surtout, il se prive d'interaction sur son site de par cette audience. Je pense qu'on va essayer d'avancer. On va rester un peu sur le mobile, mais vraiment, quand on dit mobile first, c'est qu'il faut penser, c'est quand on conçoit un site internet, on ne va pas d'abord penser à sa version mobile, avant de se dire sa version ordinateur ou sa version tablette. C'est vraiment tout l'enjeu, c'est sur la version mobile, d'avoir la meilleure expérience possible. Oui. La question qu'on peut se poser, est-ce que dans quelques années, les gens se connecteront sur Internet encore via leur PC? Alors, je pense pas qu'on annule l'ordinateur. La tablette, par contre, est en train un petit peu de tirer vers ce résultat-là. C'est pas dit qu'elle soit pour autant supprimée, hein, c'est encore dans les usages. Maintenant, l'ordinateur, on sait qu'il est omniprésent sur toute la partie conversion. Les gens vont avoir tendance à aller faire de la découverte sur mobile. Hein. Aujourd'hui, c'est son rôle, c'est de la découverte principalement. La première touche. Voilà, la première interaction, la première touche avec l'internaute. On est à plus 87% de conversion depuis 2015, donc le mobile monte, mais pour autant, il n'est pas encore à la hauteur de l'ordinateur. L'ordinateur, je doute qu'il soit supprimé. Il décroît, en tout cas, il décroît, ça c'est sûr. Parce qu'il y a d'autres moyens qui rentrent en compte. Et voilà. On a trop d'usages encore sur ordinateur. Regardons la salle. Où est-ce qu'on prend des notes encore? On n'a pas encore supprimé. Personne n'est sur son téléphone. On est peut-être des dinosaures. Hein? Non, non, je pense pas. À Station F, si on commence à faire des gens de dinosaures, on va faire. Voilà. Donc là, petit aspect un peu technique aujourd'hui qui est en train de se développer énormément, c'est l'AMP, Accelerated Mobile Page. C'est une norme en fait qui permet qu'on intègre dans son site d'avoir un temps de chargement vraiment express, bien plus rapide, bien plus performant page naturelle. C'est la technologie derrière, c'est une technologie open source que tout le monde peut contribuer dessus pour l'améliorer. Et une fois qu'on la met en place, on a vraiment des résultats instantanés. On va le voir juste derrière. Avec par exemple avec Mail.ru et The Washington Post. Pourquoi je parle de ces deux médias déjà? Parce que c'est surtout dans le milieu du média que l'AMP est extrêmement développé.
vous le voyez là, c'était à l'instant, on a juste regardé, on a tapé Trudeau sur le téléphone, je vois que monsieur essaye. Là, si vous voyez le petit éclair qui est là, dans un rond, ou encore ici, c'est du format AMP. Et ce format, si vous cliquez, vous allez voir, la page se charge vraiment très vite. C'est intéressant aussi parce qu'il y a des soucis de couverture réseau, et c'est aussi pour ça que ce format est venu. C'est pour vraiment répondre à ces problématiques avec un réseau assez faible. Vous pouvez très bien charger des pages complètes. Juste, c'est en effet venu d'un constat. La moyenne de chargement en France d'un site, elle est de 10 secondes sur un référentiel 3G parce que c'est le réseau qui va être le plus exploité sur le territoire, donc 10 secondes. Aujourd'hui, on aimerait, du moins on vise 3 secondes dans les années à venir. L'AMP va pouvoir permettre de répondre à ce type de problématique puisqu'il va permettre de descendre jusqu'en dessous d'une seconde. Ce qui est très intéressant pour les sites éditoriaux, on le voit, Sud-Ouest a tout intérêt à le faire, RTL également, mais Le Monde, Le Figaro, tous ces sites ont un intérêt à le faire très rapidement et à se positionner dessus. Il y a plein d'autres sites qui vont avoir des intérêts sur cette techno. Pour autant, il y a d'autres technos qui existent à côté. Je ne sais pas si on va les présenter aujourd'hui, on va voir si Naël les a prévus. Mais on va finir sur la partie AMP, si tu veux montrer les stats. Voilà à peu près les stats, hein. Je vous laisse les lire, mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas que pour le média que ça marche. C'est une techno qui se développe, qui est jeune, et ça marche aussi maintenant pour le e-commerce. Vous pouvez très bien faire une boutique e-commerce en ligne avec la technologie AMP. Donc voilà, il y a des sites internet qui permettent vraiment, qui sont très détaillés pour savoir comment on peut se déployer l'AMP pour son propre site. Maintenant, on va aller un peu sur le site internet concrètement avec les balises HTML. Rapidement, qui connaît un peu le langage HTML? Bon. Le langage HTML, en fait, c'est ce qu'il y a derrière sa page web. On peut voir ça comme le fond. C'est un langage qui est fait de balises et qui permet d'afficher du contenu. Nous, pourquoi on va en parler? C'est parce que certaines balises permettent justement de parler aux robots des moteurs de recherche. Et si on les travaille bien, ces balises, eh bien, on pourra avoir un meilleur référencement. Donc, brièvement, je vous ai parlé de balises. Donc, vous voyez une balise, 2 balises, 3 balises. Les balises, c'est toujours une balise ouverte, une balise fermée. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de HTML, ça vous pouvez revenir dessus. Mais sachez que certaines balises, là on en a identifié 2, sont extrêmement importantes. C'est les balises titres et les balises métadescription. La balise titre et la balise métadescription, que vous voyez ici, on les retrouve juste derrière. C'est ici qu'on les retrouve dans un résultat de recherche. Vous voyez? Le titre, ici, c'est la balise qu'on a travaillée en amont sur son site internet. Donc développement photo numérique, photo box. Et ensuite, juste en dessous, le petit paragraphe de description que vous connaissez tous, c'est la balise méta-description. Pourquoi aujourd'hui on en parle? Parce que ce sont des éléments qui sont primordiaux. Ce sont les premiers éléments que les utilisateurs voient de votre site. Si vous n'avez pas la main dessus, ils sont auto-générés. Et du coup, le contenu risque d'être premièrement tronqué, deuxièmement inintéressant pour l'internaute, voire déceptif. Vis-à-vis de l'image de marque, ce qu'on peut avoir, c'est des suites de numéros, parce qu'il a retrouvé ça dans votre texte et il l'a poussé. Voilà, encore une fois, quand c'est auto-généré, on n'a pas la main dessus, donc c'est un petit peu du poker. Là, l'intérêt de ces balises, c'est que vous pouvez diffuser votre proposition de valeur, votre marque, toutes les informations qui sont primordiales pour l'internaute, et du coup, dès l'entrée, comme l'a dit Naël, puisque c'est le premier point de contact qu'a l'internaute avec votre Ça, site. c'est les éditeurs de sites qui c'est les autres qui le font, ça? Alors non, ça va être également de l'autogénéré, ils ne vont pas le faire à votre place, Non, enfin, mais ils vont le proposer sous format de plugin ou d'extension ou X, etc. Donc le plugin Yoast qui permet d'aider en fait à rédiger toutes ces balises, ou alors Only One SEO. Généralement, c'est avec les outils type CMS, c'est assez, on est accompagné pour rédiger toutes ces balises parce qu'en fait c'est tout simplement le titre de la page et c'est un peu essentiel. Il faut savoir qu'il faut avoir un titre unique par page parce que ce titre en fait il représente vraiment le contenu de votre page. Pareil pour la métadescription. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Le moteur il voit qu'il y a 2 pages qui sont les mêmes et il ne saura pas laquelle il faut mettre en avant, donc il va choisir lui-même et peut-être que pour vous ça peut être tout bénéfique. Ça va permettre également, si vous avez 2 pages qui remontent l'une derrière l'autre, ce qui peut arriver en SEO,
d'avoir deux propositions de valeurs différentes et du coup deux entrées, et de pouvoir écrémer votre audience, faire entrer un segment sur la première parce que c'est un segment peut-être un petit peu plus novice sur le sujet, et un deuxième segment qui est plus aguerri, directement sur une phase de simulation. Exemple, le crédit. Normalement, si vous faites l'exercice de taper crédit ou crédit immobilier, je ne l'ai plus en tête, vous avez un des acteurs qui est présent en premier lien et en second, et qui fait exactement cette stratégie-là. Prend la partie un peu plus novice en premier et la partie indépendante. Là, on va un peu plus loin dans les balises. J'ai volontairement omis les balises de titre, qui sont les H1, H2, etc. Et je vais vous parler maintenant des données structurées, qui sont encore des balises, qui sont relativement récentes et que vous avez certainement dû déjà rencontrer quand vous cherchez une recette. Quand souvent vous vous informez sur un hébergement, sur un restaurant ou autre, les petites étoiles, les habits ou d'autres informations comme le prix, là on a le temps de la recette. Ces balises sont assez formidables parce que une fois qu'elles sont bien configurées, ça donne vraiment plus d'informations à l'utilisateur avant d'arriver sur votre site. Au-delà du simple titre et de la description, il a d'autres éléments. Là, on a des éléments de preuve sociale, c'est-à-dire les avis, etc. Et ça peut très bien faire la différence vis-à-vis d'un concurrent qui lui aussi propose une recette de fondant au chocolat. Et donc voilà, on parle de ces balises parce que c'est assez récent et on peut les configurer. On a des outils qui nous permettent de les configurer, qui sont l'outil de test des données structurées et l'outil d'aide au balisage Google. Donc une fois que vous avez bien configuré ces balises, vous pourrez avoir des résultats de recherche tels que ceci. On peut aussi avoir des variantes, il n'y a pas que des notes ou alors des prix ou autre. On peut aussi avoir des variantes comme des balises d'événements. C'est-à-dire si on a des événements qu'on a intégrés dans une page, si elles sont bien intégrées dans des balises spécifiques, eh bien sur le résultat de recherche, vous pourrez avoir ça. C'est quand même assez intéressant et ça augmente le taux de clic, clairement, parce que vous distinguez des concurrents, des résultats de recherche des autres concurrents. Enfin, on va parler de l'architecture. L'idée, c'est vraiment, dans une architecture web, je vais y revenir, c'est de faciliter l'exploration de votre contenu pour les moteurs, mais aussi pour l'utilisateur. Je vais faire un petit aparté. Les robots, ils sont là vraiment pour essayer de comprendre comment un utilisateur vient sur votre site. Pourquoi? Parce qu'il veut absolument lui propulser du contenu dans les résultats de recherche naturelle qui répondent le mieux à une enquête. Et donc, tout ce qu'il va faire sur votre site, il va essayer de se mettre à la place d'un utilisateur. Comment l'utilisateur va aller d'une page A à une page B, comment il va cliquer sur les éléments, qu'est-ce qu'il va lire, etc. Là, je parle de 3 éléments un peu techniques. Le premier, c'est le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, vous l'avez certainement déjà vu sur un site. Il y a un exemple ici. C'est quelque chose qui permet un petit peu de se retrouver dans un site, de se trouver dans la navigation. Si vous êtes allé d'une catégorie, vous allez dans une sous-catégorie, encore une sous-catégorie, etc. Et bien, pour l'utilisateur, c'est utile, parce que vous voulez retenir 2 catégories en amont très facilement. Mais également, le robot, il va comprendre la logique, il va comprendre un peu l'arborescence du site. Et ça, c'est super important de le mettre en place. Des plugins, justement, on parlait de WordPress comme Yoast, qui permettent de nous aider à configurer ces fils d'Ariane. Utiliser des URL descriptives et similaires au fil d'Ariane. Ça semble logique. Par exemple, quand vous savez les slash à chaque fois dans une URL, eh bien, on se retrouve avec peut-être catégorie ski snowboard, catégorie vêtements ski adulte, etc. Ça, les URL, il faut qu'elles soient travaillées. Il ne faut pas les laisser sans les toucher, souvent parce que, comme disait Julien, c'est pareil que pour les métatitres ou les métadescriptions. Si nous, on ne les touche pas, elles peuvent être générées automatiquement ou de la mauvaise manière. Donc, il faut toujours bien revérifier ces URL pour les optimiser. Là, en l'occurrence, c'est le site de Decathlon. Vous imaginez bien que si Decathlon ne segmente pas son offre et ne la présente pas d'une manière claire à un internaute, l'internaute ne s'y retrouvera jamais. Parce que c'est un labyrinthe, parce que ski et snowboard va donner lieu à 10 catégories qui elles-mêmes vont donner lieu à 10 sous-catégories. Et dans ces sous-catégories-là, je vais avoir 50 produits. Si l'internaute ne l'accompagne pas avec un fil d'Ariane, il se trompe, il ne voulait pas aller sur les vestes doudounes, mais par exemple avoir exclusivement un manteau de ski particulier qui est dans une autre catégorie. Si la passe déroulant, il retourne à la homepage, il refait le process. Une étape dans votre entonnoir de conversion, c'est de la conversion en moins à la fin. C'est votre taux de conversion qui va diminuer. Donc là, avec ce moyen-là, on va pouvoir diminuer le nombre d'étapes. Malgré l'erreur de l'internaute, on l'accompagne dans le fait de rétablir un petit peu sa navigation.
Enfin, rapidement, la vitesse de chargement, on l'a vu hein, pour le mobile first. Et pourquoi on en parle encore? Car je vous l'ai dit, le robot se met à la place de l'utilisateur. Si l'utilisateur, sa page avait trop de temps à charger, et quitte tout simplement le site, il ira chez un concurrent. Même si ça peut lui prendre plus de temps ce processus, il le fera. C'est bien ça le chiffre, si la page met plus de 3 secondes à charger, on perd un utilisateur sur 2. Plus de 3 secondes, je pense que vous l'avez tous déjà vécu. Si vous commencez à aller sur un site, ça charge longtemps. Allez, éliminé, on passe à quelqu'un d'autre, c'est quand même dommage. Et donc ça, c'est pris en compte également. Donc pour ça, pour tous ces éléments dont on a parlé un peu pour l'architecture, pour la vitesse, etc., on a des outils. Qui nous permettent de tout piloter. Je vais d'abord rapidement parler du Search Console, sur lequel je reviens juste derrière. Search Console, c'est un outil Google qui permet en fait de dialoguer tout simplement, de faire dialoguer votre site internet et le moteur de recherche. Dedans, vous aurez plein d'informations. Vous saurez les pages, le nombre de pages qui sont indexées sur Google, c'est-à-dire qui sont tout simplement trouvables lorsqu'on tape une enquête, parce qu'il est possible que certaines de vos pages ne le soient pas, ce qui serait dommage. Les erreurs, etc. Ensuite, la compatibilité de votre site sur les différents appareils, qui est extrêmement important aussi. Comme on l'a dit, le mobile est super important et aujourd'hui on se retrouve encore avec des sites qui ne sont pas compatibles mobile, tout simplement pas compatibles mobile. Et ça c'est quand même très problématique. Pour tester la vitesse de chargement de vos pages, on a également Test My Site. Test My Site, vous verrez, vous allez juste sur Test My Site, vous rentrez l'URL de votre site ou n'importe quel site. Et vous aurez un peu un petit rapport sur le temps de chargement et les éventuelles optimisations à faire. PageSpeed Insight, à peu près pareil, il vous permet de vous donner plein d'infos sur comment améliorer la vitesse de chargement de vos pages et qu'est-ce qui bloque un peu. Enfin, pour les backlinks, on l'a pas trop évoqué, mais les backlinks, c'est un peu les liens externes qui pointent vers votre site internet. C'est important, ça permet d'apporter du trafic, comme souvent, si c'est bien fait, de qualité. Et ça peut justement faire autorité et faire remonter votre site dans les moteurs de recherche. Il y en a un qu'on pourrait ajouter, je ne sais pas si on aborde après Google Analytics. Non, on l'aborde pas là. Sur l'analyse comportementale de votre site, Google Analytics va être très important. Déjà de base, on devrait avoir un outil d'analyse de data sur le site qui devrait être plugué avec chaque création de site, que ce soit Google Analytics ou un autre. Si on n'analyse pas ce qui se passe sur le site, au final, à quoi bon entre guillemets? C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout savoir comment ça marche, on ne va pas pouvoir l'optimiser. Ouais. Il y a aussi un outil qui est sympa, enfin je fais de la pub pour vous, c'est Answer the Public. Bien sûr. Alors Answer the Public, lui, va avoir plus vocation à savoir ce qui se passe en amont dans la recherche, en effet. Sur la partie SEO, il va être très intéressant. Le contenu, pour la rédaction de contenu, je trouve qu'il est vachement intéressant dans la mesure où on prend conscience des requêtes qui sont formulées, quoi, alors que c'est peut-être pas forcément les requêtes auxquelles on pense au départ. Quoi. Complètement. Alors ça va être intéressant pour avoir conscience de ces requêtes-là, de pouvoir travailler sa sémantique et aller se positionner en longue traîne sur ces requêtes, puisque on tape un mot-clé et derrière on va avoir toutes les questions qui tournent autour de ce mot-clé-là. Je vous donne un exemple, si je tape recrutement commercial Paris, je vais avoir tout ce qui va tourner autour du où, du quand, du comment et toutes les questions qui sont articulées avec ces mots-là autour de cette thématique. Vous pouvez faire l'exercice, c'est un outil gratuit qui est en ligne, Answer the Public. Juste là sur le résumé, en 2 secondes, ces outils, Search Console, c'est tout la gestion de votre SEO vis-à-vis du site. Lui vraiment va être opérationnel pour le coup. On va pouvoir envoyer son sitemap, avoir X actions, pouvoir remarquer des bugs ou autres liés à son SEO. La partie PageSpeed Insight, Test My Site va permettre d'avoir une notion de vitesse vis-à-vis de son site et trouver éventuellement des recommandations. Et surtout, on a Google Analytics qui est derrière sur l'analyse comportementale. Toutes ces données-là doivent être analysées ensemble et mis entre guillemets dans un même bac. Il ne faut pas les dissocier, il ne faut pas trop regarder ce qui se passe là, mais plutôt les mettre en concordance. La Search Console, par exemple, avec Analytics peut être très puissant, puisque vous allez savoir par où les gens rentrent et du coup, comment elles se comportent ensuite sur le site et comment je peux améliorer ma performance. Voilà. Je peux faire mon article. SERP. C'est les pages de résultats. Search Engine Result Pages. C'est un peu l'acronyme pour dire une page de résultats en anglais. Voilà à peu près à quoi ça ressemble, PageSpeed Insight. Si vous y allez, vous mettez une URL et vous aurez un score, c'est assez intéressant. Et on vous donnera des suggestions d'optimisation comme vous le voyez en dessous. Je vous laisse noter bien cet outil.
Search Console, on en a déjà pas mal parlé pour dire qu'il permettait énormément de choses par rapport à l'optimisation de son SEO. Voilà, là, vérifier l'indexation, on peut consulter ses positions, on peut identifier les liens qui pointent vers notre site internet, on peut consulter un peu le maillage interne, c'est-à-dire comment les pages sont liées entre elles notamment, et aussi gérer nos diffusions à l'étranger pour savoir si une balise de langue a bien été configurée. C'est très complet, c'est relativement complexe également, mais c'est un outil essentiel quand on veut vraiment s'attaquer à l'optimisation SEO. Enfin, voilà un petit aperçu de la Search Console sur son rapport de performance qui est très intéressant. Là, on voit sur un site en question l'évolution des clics provenant des résultats de recherche. Donc on voit qu'il y a une évolution sur les 6 derniers mois qui est assez nette. Et on peut aussi voir d'autres éléments, le nombre d'impressions, le taux de clic, le CTR, ou alors la position moyenne des mots-clés sur lesquels le site remonte. Donc vraiment, la Search Console permet vraiment de piloter énormément de choses. Merci.